Radio Liberté, vous êtes au rendez-vous de l'invité de la semaine. Madame et monsieur, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Cette semaine, la Voix citoyenne déroule son tapis au député Moussa Zerbo. Moussa Zerbo est un membre du bureau exécutif central de l'Union pour le progrès et le changement, UPC, deuxième force politique du Burkina. À partir du nombre de députés à l'Assemblée nationale, Moussa Zerbo, bonjour à vous. Bonjour. On va commencer un peu sur votre cursus, votre carrière. Vous êtes instituteur de formation. Revenons en arrière. Comment vous vous êtes retrouvé dans le corps de métier des enseignants? Bien, merci à tous les auditeurs de la Radio Liberté et au personnel de l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette tribune-là. Donc, il faut d'abord dire que dans un premier temps, je dirais que c'est une question de vocation. Voilà, j'ai toujours aimé ce milieu comme tout enfant. Depuis qu'on est petit, nos enseignants nous inspiraient beaucoup. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était un métier noble, un bon métier. Je n'ai pas hésité un seul instant à faire le concours et me retrouver dans le domaine de l'enseignement en 1995, où j'ai fait mes premiers pas dans la province d'Yoba. Donc ça fait plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans. Et déjà à l'époque, comment était l'enseignant? Bon, il faut dire que c'est avec beaucoup de difficultés. Le milieu n'était pas du tout facile, en ce sens que si on s'en tenait à la rémunération qui n'était pas du tout ça. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'on a eu la chance lors de notre formation, un de nos encadreurs qui nous a dit dès la première prise de contact, il nous a dit tous ceux qui sont venus dans ce corps-là, dans le souci de se faire de l'argent, c'est mieux de répartir que parce que et même qu'ils étaient des inspecteurs, des conseillers, ils n'ont rien de les regarder, c'est juste un métier qu'on fait par amour. Et si on venait vraiment pour nous faire de l'argent, et c'était ma première fois d'entendre l'expression sacerdoce. Donc j'ai vite compris qu'il fallait tout simplement aimer ce métier si on voulait bien l'exercer et ne pas forcément s'attendre à s'enrichir dans ce milieu-là. Donc les encadreurs, presque 2 ou 3 encadreurs, ont été assez formels sur ce point-là. Il faut avoir l'amour des enfants, il faut avoir l'amour du métier et pour pouvoir l'exercer. Quel bon souvenir vous gardez de cette carrière d'instituteur? Bon, c'est que pour moi qui, en réalité, je n'avais jamais vécu en milieu rural auparavant, parce que j'avoue que j'étais à Bobo-Dioulasso où j'ai passé toute mon enfance, mon cursus scolaire. Lorsqu'il s'est agi pour moi de quitter la ville pour la campagne pour la première fois, j'avoue que ça a été un peu difficile, mais avec le temps, j'ai trouvé quand même des collègues qui étaient assez formidables et le milieu vraiment n'était pas du tout hostile. Je garde vraiment un très bon souvenir de mes débuts et de mes premiers pas dans l'enseignement, parce que la première école où j'ai été, c'était pratiquement comme une famille pour moi. Dans le Yoba, vous avez dit? Oui, dans le Yoba. Le sud-ouest. Le sud-ouest, plus précisément à Dano, où j'ai rencontré vraiment pas mal de camarades aussi que j'ai connus à Bobo ou ailleurs. On est allé se retrouver là-bas. Donc c'était assez formidable. Et puis l'ambiance qui y régnait, parce que nous sommes retrouvés entre camarades, j'allais dire, ressortissants de la ville de Bobo. Et c'était tous les corps de métier. On avait des agents de santé, on avait à la perception, on avait la police, les forestiers. Et on s'est spontanément réunis et on a fait un groupe. Et franchement, j'avoue que c'était un groupe qui fonctionnait à merveille. Et j'avoue que je n'ai pas trop senti que j'étais en milieu rural. Alors, et sur le plan professionnel, en termes de performance, en termes de cette vocation justement, est-ce que vous pensez que vous avez pu donner le meilleur de vous-même en inculquant le savoir au tout petit dans le yoga? Oui, on dit qu'on n'est pas trop à l'aise de parler de soi. Il revient peut-être à d'autres personnes de pouvoir juger cela. Mais en termes de résultats, aujourd'hui, les enseignants rivalisent de performance, de taux de réussite. Chacun avance le taux de succès de 100%. De plus en plus, c'est un peu ce qui se passe au niveau du corps enseignant dans le primaire. Oui, j'avoue que quand j'étais sur le terrain, on me connaissait comme un spécialiste également des classes de CM2. Et là, à ce niveau, je dis jusqu'à ce que je quitte, mon taux le plus bas à l'examen était autour de 90-95% que je faisais au niveau des examens scolaires.
Donc c'est pour dire que je ne parle pas de moi, je n'étais pas un piètre enseignant. Bien au contraire, j'étais quelqu'un qui était beaucoup aimé aussi par la hiérarchie, de par l'amour et puis le meilleur de moi que je donnais dans l'exercice de cette fonction-là. Bon, je sais que peut-être d'autres m'écouteront et ils sont mieux placés pour parler de moi. Et quels sont les mauvais souvenirs que vous tiriez de cette expérience d'instituteur? Bon, mauvaise expérience, c'est surtout lorsque je me suis retrouvé dans un village un peu reculé, bon, pas trop reculé en tant que tel, les conditions de vie de nos populations. C'est ça en fait qui m'a beaucoup marqué. La première école où j'ai été, j'avoue que les enfants venaient le matin avec juste un peu de taux délayé ou quelques poignées d'arachides qu'ils avaient. Et à midi, ils ne rentraient pas, puisque certains étaient à 10 km, à 8 km de l'école. Donc ça fait que quand les enfants venaient, ils étaient obligés de traîner dans la cour sans manger. Et l'expérience qui m'a le plus frappé, c'est que j'avais une élève qui était très brillante. Le matin, vraiment, elle participe pleinement au cours. Mais j'ai remarqué qu'une fois la pause passée, l'après-midi, elle dormait, elle était un peu mélancolique. Un jour, je suis allé vraiment un peu énervé. Je voulais la réprimander pour le fait elle dormait. Elle m'a tout simplement montré son ventre. Elle m'a montré son ventre, j'ai vite compris. Elle n'avait pas eu la pitance quotidienne. Oui, elle avait faim, donc tête énaillée. J'ai dû abandonner les cours pour aller chez moi. À l'époque, j'étais jeune célibataire. Ce que j'ai pu préparer chez moi, je suis allé lui donner à manger. Donc du coup, une idée m'est venue, mais pourquoi cette seule fois? Donc j'ai décidé chaque fois de soutenir cette petite fille-là. Dieu merci aujourd'hui que j'ai retrouvé, en tout cas elle est dans le domaine de la santé, un cadre au niveau de la santé aujourd'hui. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Alors, aujourd'hui, avec cette expérience-là, comment vous regardez un peu les jeunes enseignants d'aujourd'hui? Vous avez parlé de vocation dans votre cas. Aujourd'hui, on estime que c'est devenu un peu un dépotoir pour certains. Il suffit d'avoir le brevet. On n'a rien à faire, on cherche une école de formation privée des enseignants du primaire et après on fait le tout pour avoir le test d'intégration. Quelle est l'image que vous avez des enseignants d'aujourd'hui du primaire? Bon, il faut dire que c'est vraiment avec beaucoup d'amertume qu'aujourd'hui l'enseignement, comme vous le savez, avant nous, vous savez que seuls les meilleurs partaient comme enseignants du primaire. Et c'était William Pointy. Vous avez connu tous les grands. À Dakar au Sénégal, tous les grands de ce monde. La plupart, c'était ça. Puisque à l'école, on triait d'abord les excellents et ils étaient envoyés dans le domaine de l'enseignement. Et ceux qui ne s'en sortaient pas du tout, on les utilisait soit comptables, bon excusez-moi, c'est pas pour insulter quelqu'un, on envoyait dans les autres corporations. Mais les meilleurs étaient triés pour envoyer dans le domaine de l'enseignement. C'est déplorable aujourd'hui que l'enseignement soit réduit aujourd'hui à sa simple expression avec des enseignants qui, à la limite, puisque j'ai été formateur aussi, j'avoue que lorsqu'on recevait les stagiaires pour leur formation chez nous, à la limite, c'est un peu décevant et c'est ridicule. Le niveau ou le manque de vocation? Non, il y a les deux. Il y a un manque de vocation, il y a le niveau intellectuel même qui cause problème. Et lorsque vous demandez à votre stagiaire de présenter des leçons ou bien d'écrire au tableau, et lorsque vous prenez son cahier de préparation, vous avez l'impression d'avoir à corriger une dictée ou autre chose, tellement c'est truffé de fautes et vraiment d'incohérences et beaucoup de choses. En tout cas, cela n'honore pas du tout le corps de l'enseignement et nous estimons que l'enseignant a besoin d'une formation continue et a besoin de se former perpétuellement pour être au niveau, en tout cas, puisque de par le passé, l'enseignant dans une localité était une référence. Tout ce qu'on voulait dans le village ou bien dans la localité, on se référait à lui parce qu'on se dit que c'est l'homme éclairé, c'est celui-là qui a les connaissances, il peut nous éclairer. Mais aujourd'hui, j'avoue que c'est avec beaucoup de tristesse et de désolation que nous voyons que l'enseignement est considéré comme un simple gagne-pain où on part sans vocation et on pense que n'importe qui peut transmettre des connaissances aux enfants. La conséquence est qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui n'ont pas le niveau et nous avons des enfants également qui n'ont rien comme civisme. L'incivisme aussi tire sa source de l'éducation. Vous
Vous savez, l'instruction civique, nous, on l'a toujours enseignée. Personnellement, quand on était sur le terrain, on apprenait la morale aux enfants. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons l'enseignant ou les enseignants, ce n'est pas tous, bien entendu, quand nous regardons de façon générale, vous constaterez que celui-là même qui doit incarner certaines valeurs, lui-même n'est pas un modèle pour la société, il n'est même pas un modèle pour l'enfant. J'ai dit tantôt que la vocation est venue du fait que nos enseignants, quand on les voyait vraiment, ils nous inspiraient beaucoup de choses. C'est-à-dire de par leur organisation, leur propriété, leur style de vie, leur manière de s'organiser. Je vous dis qu'en son temps, même pour les examens pratiques que nous avons eu à faire sur le terrain, les encadreurs, quand ils arrivaient, ils vous rendaient visite jusqu'à domicile. Nous, on n'a pas connu ça. Mais nos aînés ont connu ça pour voir comment vous vivez même dans votre cadre familial. Comment vous vous mettez à table pour manger. Comment vous vous êtes organisé dans votre maison. Tout ça, ça faisait partie des critères de notation et pour prendre en compte, j'allais dire, l'évaluation pour obtenir ces titres de capacité. Tantôt qui était le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique, ensuite le certificat d'aptitude pédagogique. Tout ça, les encadreurs prenaient le soin de voir comment est-ce que vous-même vous vous organisez. Aujourd'hui, tout cela semble être révolu. Oh là là, on a une prolifération des écoles de formation. C'est au calendrier grec. C'est au calendrier grec des écoles de formation. On rentre juste pour avoir des diplômes. Et quand on a les diplômes aussi, on ne prend même pas le soin de comprendre ce qui est le fondement, la pédagogie. Parce que la pédagogie, c'est quelque chose de très essentiel. Et ce que nous demandons, et ce qui est beaucoup demandé au niveau de l'éducateur, c'est de connaître la psychopédagogie. La psychopédagogie qui nous permet de comprendre ceux à qui nous devons transmettre les connaissances et savoir comment ils raisonnent. L'enfant est un être spécifique qui a besoin d'un traitement assez spécial. Et tant que vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas lui donner un enseignement. Aujourd'hui, c'est dommage, beaucoup de gens ignorent même ce que c'est que l'enfant, ce dont les besoins élémentaires de l'enfant. On ne connaît même pas ça et on va se jeter à l'eau. On pense que n'importe quel, je ne sais pas, bonhomme peut aller se mettre devant des enfants pour leur transmettre des connaissances. Est-ce que vous pensez que la solution passe par le relèvement du diplôme dorénavant pour être enseignant du primaire? Je crois à partir de 2019, c'est le baccalauréat qui est exigé. Est-ce que vous pensez que c'est la solution, ça permet de résoudre un peu ce niveau-là, ce problème de niveau? Bon, on l'espère bien parce que en la matière, nous nous sommes rendus compte que le baisse du niveau de l'éducation, là, c'est à tous les niveaux. Vous remarquez aujourd'hui du primaire jusqu'au supérieur, on a le même problème, on a le même sentiment. Lorsqu'on entend vraiment même des universitaires s'exprimer, souvent on a froid au dos. Donc on se dit qu'avec le relèvement du niveau de recrutement, ça pourrait résorber un tant soit peu ce problème-là. Voilà. Nous disons en tout cas que ça peut aider, ça peut aider. À côté de ce problème de niveau, il y a aussi les relations entre enseignants et élèves. De plus en plus, on a des cas de situation où des instituteurs sont auteurs de grossesse d'une ou deux élèves. Il y a même eu cette loi sur les violences contre les femmes où particulièrement ces situations-là sont particulièrement réprimées. Est-ce que ce sont des situations que vous avez connaissance, ce sont des situations que vous avez connues? Bon, au moment où on était sur le terrain, même si ça existait vraiment, c'était méconnu. C'était méconnu, on n'avait pas d'informations sur cela. Parce qu'il faut admettre que l'incivisme et l'immoralité a atteint un niveau. Sinon, l'élève que vous avez en charge, vous êtes considéré comme son papa, vous êtes le père de cet élève-là. Vous êtes chargé de lui transmettre des connaissances, de lui transmettre des valeurs, de lui transmettre en tout cas et tout ce qu'il a, certaines vertus pour pouvoir affronter la vie de tous les jours. Et si vous-même en tant qu'enseignant, vous vous retournez encore et vous retrouvez dans des bassesses de ce genre, nous pensons que vraiment il n'y a rien qui puisse expliquer cela. Vous avez bien dit, à l'Assemblée, on s'est indigné de tels comportements. Vous avez vu dans le Oué, un peu dans la zone des Hauts-Bassins, où un seul enseignant, à lui seul, a enceinté pas mal d'élèves. De ses propres élèves. De ses propres élèves. Et lorsque vous prenez une localité où j'ai servi personnellement pendant 7 ans, c'est le département de l'ENA, dans la province du Oué, où on s'est retrouvé avec, je crois, près d'une trentaine ou combien de cas de grossesse au cours d'une seule année scolaire.
Je dis que non, c'est inadmissible puisque c'est du primaire jusqu'au secondaire que nous constatons ce genre de pratiques-là. Et généralement, les auteurs sont les anciens, malheureusement. C'est ça qui est difficile à comprendre parce que on se pose la question de savoir, ils étaient dans quel état avant d'agir? Est-ce que c'est des êtres normalement constitués? Est-ce qu'ils ont subi, je ne sais pas, c'est une déviation, je ne sais pas quelle explication on peut trouver qu'un enseignant puisse en arriver vraiment à se retrouver, je ne sais pas, à faire des actes de ce genre avec son propre élève qui est considéré comme son propre enfant. Vraiment, c'est difficile à comprendre. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, le député Moussa Zerbo est notre invité. Il est le porte-parole de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Alors, on va s'arrêter largement sur la politique. Vous êtes militant de l'UPC, député élu à l'Assemblée nationale. Je crois que vous êtes bien le responsable provincial aussi du parti d'Aloué. J'étais. Vous aviez été le responsable d'Aloué. Voilà. Alors, comment l'enseignant que vous êtes, vous avez essayé de toucher un peu à la communication aussi, aux ressources humaines. Vous êtes retrouvé à faire de la politique. C'est vrai, je me suis intéressé beaucoup à la communication. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des études universitaires en communication des entreprises, où je suis titulaire d'un brevet de technicien supérieur d'État et une licence, également un master en gestion des ressources humaines. Bien, il faut dire que la politique, pour moi, tout est parti de mon engagement en tant que militant de la société civile. Donc, je dis que dès que j'ai commencé en tant qu'enseignant, le syndicalisme a été vraiment pour moi beaucoup de choses, parce que je me suis vite engagé auprès de mon syndicat qu'on appelle le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base, SINATEB, où j'ai milité en tant que responsable pendant 17 ans. Voilà. Donc c'est quand j'ai quitté là-bas que je me suis engagé directement en politique, puisque la ligne syndicale que je suivais ne permettait pas de faire de la politique et être responsable syndical. Donc j'ai dû rendre ma démission de mon poste, mais pas de mon syndicat, avant de m'engager résolument vers l'Union pour le progrès et le changement qui venait de voir le jour et dont j'ai pris le soin de lire le manifeste et de connaître qui était le premier responsable quand j'ai découvert qu'il s'agissait de M. Zéphirin Diabré, pour qui j'avais beaucoup d'estime et d'admiration. J'ai pris le soin aussi de voir le parcours de l'homme, et son intégrité, et son franc-parler, et beaucoup de choses m'ont inspiré en lui. Donc, c'est beaucoup plus par l'homme que vous avez décidé de vous engager à l'UPC, ou c'est pour des questions de valeur? C'est pour des questions de valeur. Et moi, personnellement, c'est beaucoup plus des questions de valeur. Et j'ai dit l'un dans l'autre, c'est cela aussi. Vous ne pouvez pas adhérer à un parti politique dont vous n'avez pas confiance au leader. Le leader incarne beaucoup pour une formation politique. N'importe qui ne peut pas se lever pour créer un parti politique et vouloir que des gens le suivent, mais qu'est-ce qu'il véhicule lui-même en tant qu'être humain là comme valeur? Qu'est-ce qu'il a comme fondement pour pouvoir convaincre les gens? Je ne pense pas. Mais maintenant, ici, il faut dire que là, il s'agit essentiellement du manifeste qui vraiment, moi, personnellement, m'a beaucoup inspiré. Je vous dis qu'au plan syndical, j'étais non seulement responsable au niveau régional, de la région des Hauts-Bassins, mais il faut aussi dire que quand j'avais une double casquette au niveau du syndicat. J'étais formateur syndical. Donc les communications que j'ai eu à faire ces derniers moments, j'allais dire 2010, 2011, 2012, jusqu'à la création de l'UPC, là, c'était syndicalisme et politique que je donnais beaucoup dans la région là-bas, dans toutes les provinces. J'étais appelé dans les groupes d'animation pédagogique. La région des Hauts-Bassins. La région des Hauts-Bassins, où j'intervenais dans les groupes d'animation pédagogique. À ce niveau-là, j'ai été inspiré à travers ma lecture et mes recherches, où la seule phrase qui m'a beaucoup tiqué: ne doit faire de la politique que celui qui a fait du syndicalisme. Mais quand je suis allé à la connaissance de ces auteurs et j'ai essayé de façon générale de voir autour de moi, la plupart des leaders qui nous dirigeaient, c'était des anciens syndicalistes. Ce sont des gens qui sont passés par le syndicalisme, qui se sont reconvertis par la suite en politique. Mais j'avoue que la manière dont je voyais la politique, c'était une manière de faire de la politique. Je ne voyais pas la politique comme quelque chose de
Je ne me suis jamais intéressé et je ne me suis jamais engagé auparavant. L'Union pour le progrès et le changement fut mon premier parti et c'est là vraiment où j'ai trouvé que j'avais mon mot à dire. Donc j'ai compris également que on ne vient pas en politique dans le but de vouloir, j'allais dire, s'enrichir. On vient parce qu'on pense pouvoir jouer sa partition. On a un rôle à jouer. On a des idées et on a des visions qu'on partage avec des camarades et qu'on veut défendre. Et moi, j'ai vu à travers le manifeste, c'était très bien posé. Vraiment, je n'ai pas hésité à m'engager auprès de l'UPC. Comment vous êtes retrouvé en tant que responsable du sénateur, vous retrouvez dans un parti politique au départ qui était sans idéologie, alors que vous étiez dans une option plutôt révolutionnaire de la lutte des classes? Oui, c'est très important de le préciser. Comme je l'ai dit, j'ai été inspiré par le manifeste et la personne même qui dirige le parti. Et là, je dis que je suis allé pas de façon malhonnête. J'avoue que quand je me suis intéressé au parti, j'ai réuni mes camarades du bureau pour leur dire que je voulais faire de la politique, notamment avec le parti en question. Donc je n'ai pas caché. Mais est-ce que vos convictions, finalement, où on peut vous classer? Quelles sont vos convictions? Mes convictions, parce que j'ai trouvé qu'en matière de syndicalisme, c'est comme si j'avais une certaine restriction qui était la défense des intérêts moraux et matériels de ma corporation, alors qu'en politique, tout cela se trouve intégré dedans. Parce qu'en matière de politique, on lutte pour quoi? On se bat pour quoi? C'est pour le développement. Et si on parle de développement aussi, il y a beaucoup d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Se prononcer sur les problèmes de société, se prononcer sur les problèmes politiques. Bon, ce qui n'est pas forcément évident en syndicalisme. Parce que ce qui me choquait le plus, lorsqu'on adoptait certaines positions et on engageait des luttes, on nous dit non, voilà, ils sont manipulés par les partis politiques. Ils sont instrumentalisés, comme si les demandes qui étaient faites au niveau, les demandes qu'on faisait au niveau syndical là ne répondaient pas. En quoi est-ce que demander l'amélioration de ces conditions de vie et de travail peut constituer une manipulation de la part, je ne sais pas, des partis politiques. Donc c'est des choses, moi, qui me touchaient. Et je me suis convaincu d'une chose, j'ai dit, j'ai ma partition à jouer sur le terrain politique et j'étais farouchement contre aussi la manière dont la politique se menait chez nous. C'est la démagogie, c'est des mensonges. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé, cette manière de faire la politique? Dommage, l'UPC entendait apporter ce changement justement. Et lorsque vous regardez jusqu'au premier leader, jusqu'aux militants, aux camarades qui se sont engagés, vous voyez que c'est des gens qui avaient une vision d'apporter un changement. Mais malheureusement, on a cru bien faire en allant en une insurrection pour pouvoir impulser un nouveau dynamisme à la manière de faire la politique. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, c'est triste comme constat, on s'est trompé. On s'est trompé en ce sens que ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas marqué, ils n'ont pas compris. Est-ce que le géopolitique se résume à ceux seulement qui ont l'appareil d'État? Est-ce que ceux aussi qui font l'opposition, en fait, n'ont pas aussi leur responsabilité? Vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'au regard de la loi, vous jouez pleinement votre rôle en tant que, contrepoids, en quelque sorte? Comme si vous l'avez bien suivi, l'opposition politique a toujours joué sa partition. Ce qui est de porter, en tout cas, d'apporter des contradictions et également faire des propositions. C'est ce que nous avons toujours fait. Pour vous prendre un exemple banal au niveau de l'Assemblée nationale, en 2016 déjà, lorsqu'on arrivait en début de législature, nous organisons ce qu'on appelle les journées parlementaires. Tous les députés de l'UPC, nous nous sommes retrouvés dans un premier temps à Kaya et le problème de l'insécurité se posait, où on a fait appel à des techniciens pour comprendre un peu le phénomène du terrorisme. Les autres partis aussi organisent des journées parlementaires. C'est institutionnel. J'arrive, ils organisent, mais nous n'aborderons pas les mêmes thèmes. Donc la pertinence vient des thèmes abordés et des propositions qui sont assorties. Ils organisent, moi je vous parle de la question sécuritaire. On pourrait penser que la question sécuritaire ne concerne que ceux qui sont au pouvoir. Un parti d'opposition ou bien les députés de l'opposition qui vont se pencher sur des questions sécuritaires, faire des propositions, étant
transmettre au gouvernement afin qu'on puisse trouver des solutions, je pense que c'est salutaire. Deuxième élément que nous avons eu à faire, comme on venait de sortir d'une situation très très difficile, donc l'économie était à genoux, notre deuxième journée parlementaire s'est penchée sur la relance économique du pays. Vous pensez qu'une opposition qui n'est pas républicaine, une opposition qui ne pense pas au bien de la société va se pencher sur ces questions? Je vous informe que nous avons réuni les éminents économistes pour pouvoir nous dire exactement, ensemble, on a partagé nos idées pour voir comment est-ce que techniquement on pouvait organiser la relance économique de notre pays. Là-dedans, nous avons sorti beaucoup d'éléments, parmi lesquels je pourrais vous prendre un seul élément qui était de pouvoir absorber la dette interne, etc., etc. Nous avons déposé nos conclusions sur la table, j'allais dire, de l'Assemblée nationale afin qu'on puisse transmettre nos propositions et nos solutions. Donc ça, c'est en tant que parlementaire. Et en termes de contrôle de l'action gouvernementale par rapport à tout ce qui se fait, qu'est-ce que vous faites au-delà de l'aspect institutionnel que vous avez Merci bien. Je prends d'abord, restons au plan institutionnel pour le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'opposition politique a droit à une enquête parlementaire chaque année. Et notre enquête parlementaire a porté sur les maîtrises d'ouvrage déléguées, où les députés de l'opposition, et bien entendu, c'est conduit par l'opposition, et avec les députés de la majorité, nous sommes allés sur le terrain pour voir l'exécution des marchés, comment c'est exécuté sur le terrain. Le rapport, il est là, si vous voulez bien, on pourra vous transmettre une copie pour exploitation, mais les rapports ont été déposés, je vous assure, on en a même fait une projection. Si vous regardez, ça fait froid au dos. Donc, nous avons relevé et l'encadrement qu'il faut pour éviter ce genre de situation, l'opposition politique a fait aussi ses observations et fait des propositions. Donc, en tant que député de l'opposition, c'est pour vous dire que nous contrôlons aussi l'action gouvernementale au même titre que tout le monde et nous faisons nos observations, nos critiques et nous faisons des propositions de solutions. Alors, député Moussa Zerbo, on va s'arrêter sur deux tribunes que vous avez publiées dans la presse. La première, c'était titré « Osekou Bobo se meurt ». Vous avez prétexté le choix du lieu d'implantation d'une usine de textile dans la capitale politique, Ouagadougou, au détriment de Bobo Dioulasso, pour publier une tribune datée, ça date du 12 février. Et vous avez lancé un cri d'alarme pour dire « Osekou Bobo se meurt ». D'où est parti ce diagnostic-là? Apparemment, vous rejoignez un peu votre voix à ceux de l'Ouest qui se plaignent justement que cette partie du Burkina est délaissée. Il y a deux constats qu'il faut faire. Le premier constat, c'est que le Bobo Dioulasso est la capitale économique de notre pays. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat est que lorsque vous regardez le tissu économique de Bobo, je réside à Bobo, je vis à Bobo, de mon enfance à maintenant, j'ai dû constater tout ce qui se passait. La fermeture des usines que j'ai connues, qui faisaient la fierté de Bobo. On aimait aller nous amuser, les sous-produits, on partait les ramasser. Mais on a vu toutes ces usines et ont fermé sous nos yeux. Donc c'est au vu de tout ça, lorsque j'ai constaté que l'usine de transformation des textiles, et lorsqu'on prend, on a 3 zones cotonnières chez nous au Burkina, et la zone cotonnière qui à elle seule représente, j'allais dire 3, 4, 5 fois la production des autres localités. Et au lieu d'aller vers la matière première et les ressources en eau et les potentialités, on a préféré tout simplement se rabattre sur la capitale politique. Je dis bien la capitale politique. Il serait vraiment inconcevable de voir par exemple qu'on dise une ambassade va aller s'installer à Bobo Dioulasso. Parce que ce n'est pas la capitale politique. Mais la capitale économique devrait jouir quand même. Ce n'est pas un fait du hasard si on a dit que Bobo Dioulasso est la capitale économique. C'est compte tenu des potentialités, de la situation géographique, la proximité avec un certain nombre de pays alentours. C'est tout ça qui a fait que le colon a vu que c'était un tremplin pour le Burkina de pouvoir se développer à partir de là-bas. Maintenant, nous n'avons pas compris pourquoi une société pourrait venir et vouloir investir dans le domaine du textile pour la transformation, que nos autorités actuelles ne puissent pas comprendre et avoir cette lecture-là de dire
si nous voulons accompagner l'investisseur, on va l'accompagner jusqu'au bout. Où est-ce que ça serait plus rentable pour lui? Où est-ce qu'il aura de la matière première à bon prix et facilement? Où est-ce qu'il pourra bénéficier des ressources en eau? Tout le monde sait que le textile, ça demande beaucoup d'eau. Ouagadougou, déjà, avec la pénurie d'eau que nous avons, les gens n'ont même pas à boire. N'en parlons pas qu'on va prendre de l'eau pour utiliser pour des usines textiles. Donc c'est là, j'ai dit, comme tout est en train de se retourner vers la capitale politique, j'ai dit, n'oublions pas la capitale économique qui est en train de mourir. Et le gouvernement a pris un engagement fort de faire de Bobo-Dioulasso cette capitale économique digne de ce nom. Apparemment, c'était des promesses de campagne électorale. Après cela, rien. Bien au contraire, on a assisté à la fermeture des usines. Je n'ai pas besoin de les énumérer ici. Et d'autres usines sont en difficulté. C'est des débrayages tous les jours. Nous avons tout simplement proposé. Et personnellement, j'ai conduit une équipe de députés de l'opposition. On est descendu dans la zone industrielle. Vous allez les voir dans la presse et puis ça est partout. J'ai conduit cette délégation-là. On est allé à la Sofapil qui est en souffrance dans le noir. Où cette usine, on est allé faire le constat suivant. Ce n'est pas un problème de mévente qui a fermé l'usine. C'est tout simplement un problème d'exploitation, un problème de gestion. Donc, et il fallait tout simplement un certain montant, je crois que c'était autour de 800 millions, un truc comme ça, au titre des taxes et impôts. Nous avons dit, si tel est le cas, au lieu de laisser l'usine fermée, il y a des Maliens qui étaient intéressés pour prendre cette usine. Ils ont proposé, si l'État burkinabé permettait de passer l'éponge sur ça et permettre de reprendre, même si c'est pour payer ensuite en différé, tout ça c'était possible. Mais il n'y a pas eu gain de cause. Les travailleurs ont tout fait. Voilà, cette usine est restée fermée, envoyant des pères de familles au chômage. Et tout le monde sait, une usine, ce n'est pas les travailleurs seulement. Il y a l'environnement qui entoure, les emplois, comment on appelle ça, connexes, qui sont griffés à cela. Nous avons assisté à la SAP est en difficulté. Notre usine de montage de cycles qui faisait notre fierté est partie, on ne sait pas où. Nous avons une usine de production, de transformation de nos produits locaux qui était la Savannah où on produisait du jus. Moi, je sais qu'à l'occasion, en 2011, on a reçu des amis de Chalon, puisque la ville jumelle de Bobo est venue. Nous sommes allés visiter cette usine-là. Et je vous assure que c'était des produits de très bonne qualité. Et les Marocains et les pays du Maghreb, là, la production était achetée entièrement. Donc c'est pour dire qu'il n'y avait pas de problème d'écoulement des marchandises, mais c'était une mauvaise volonté politique qui accompagnait cela. L'usine a été rachetée et transformée à d'autres fins, sous nos yeux. Donc c'est pour cela, j'ai dit, au vu de tout cela, j'ai dit Bobo se meurt. Bobo se meurt parce que les maigres, les quelques usines qui sont là, j'ai dit SOS, faisons en sorte que ces usines ne ferment pas, que l'État puisse mettre un peu d'argent dans les sociétés qui ont des difficultés pour les redresser. Ça, c'est un. Et de deux, permettre également à d'autres investisseurs de s'orienter vers Bobo, question de pouvoir donner l'image de cette capitale économique digne de ce nom. Je ne dis pas que les autres localités n'ont pas besoin de se développer. Toutes les localités ont besoin de se développer en fonction des ressources et des potentialités disponibles. Je prends la zone de Waïguia. Si on prend la zone de Waïguia, vous remarquerez par exemple, personne ne dira par exemple si un investisseur venait dire je suis intéressé par les pommes de terre, voilà je souhaiterais faire une usine de transformation. Personne ne nous dira par exemple d'aller installer ça à Bobo ou bien d'aller installer ça je sais pas à Gawa ou autre chose. Mais quelqu'un viendrait aussi pour dire on veut transformer des tubercules tels que les ignames et autres. Tout le monde dira oui, le sud-ouest est là, Gawa, la zone de Gawa. Donc c'est pour dire que au Burkina, il y a une cartographie qui a été déjà faite, qui sait les potentialités de chaque localité, c'est connu. Nous pouvons orienter les investisseurs dans ce sens-là pour pouvoir permettre à notre pays de pouvoir se développer, permettre aux producteurs de pouvoir en tout cas tirer profit de ce qu'ils produisent. Alors, sur cette question, vous avez au cours de dans cette tribune annoncé que vous faites appel aux hommes politiques, aux organisations de la société civile et d'autres leaders pour en quelque sorte signer une pétition. Est-ce que ça a été fait? Voilà, merci. C'était juste une déclaration
récupération Loin s'en faut. La suite, c'est ça justement, comme j'ai pas... Ça date depuis février. Ça date depuis février, mais je ne vous ai pas donné la suite. Je ne vous ai pas dit la suite. La suite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, avec l'ensemble, puisque je ne suis pas le seul élu de la province du Houé, j'ai estimé qu'il fallait que j'associe tous les que vous rassemblez large. Large. Ce qui a été fait avec certains, même si certains ont décidé de se désolidariser. Pourquoi ils ont décidé de se désolidariser? Ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Bon, dans votre constat que Bobo se mêle. Voilà, que Bobo se mêle. Qui sont ces personnes? Permettez-moi de taire leur nom parce que ça va ressembler un peu à de la dénigrement, un dénigrement autre. Je ne suis pas dans cette logique-là. Ou bien peut-être qu'ils vous accusent de vouloir faire de la récupération politicienne de la situation. Non, pas du tout. Parce qu'il y a les échéances de 2020 qui arrivent. Moussa Zerbo a besoin de se faire voir. Non, c'est pas que j'ai besoin, c'est un constat réel. S'ils ne veulent pas reconnaître que Bobo Dioulasso a besoin d'aller de l'avant, c'est leur problème. Est-ce que Bobo Dioulasso est un cas particulier par rapport à l'ensemble du pays? Parce que d'aucuns vous diront que le Burkina ou d'autres parties du pays aussi ne sont pas mieux lotis que Bobo Dioulasso. Je parle de l'aspect capital économique parce que ne faisons pas d'amalgame. Je ne dis pas, j'ai cité ici des cas concrets où on pourrait orienter des investisseurs pour pouvoir développer les potentialités économiques de ces zones-là. Donc ce n'est pas une cristallisation sur Bobo, c'est un constat réel, c'est un fait, je vous ai énuméré. Maintenant, l'autre élément que je tenais à vous dire, vous avez suivi avec nous tous la déclaration du ministre du Commerce, l'actuel ministre, Aruna Kabore, qui est allé à Bobo et qui a rassuré que la même usine qui sera ouverte à Ouaga sera ouverte à Bobo. Ça a été des promesses, nous le prenons au mot. Donc c'est pour dire qu'à quelque part, ce cri de cœur qui a été lancé a été entendu. Et je vous assure aussi qu'il y a eu des démarches qui ont été entreprises avec l'implication, puisque nous avons adressé une correspondance au Premier ministre, nous avons adressé une correspondance au ministre du Commerce, nous avons recensé un certain nombre de problèmes et nous avons mis tout ça dans un écrit que nous avons adressé. Si il y a un écho favorable pour l'instant, nous attendons de voir de façon formelle. Le ministre ne s'est pas adressé à moi personnellement, c'est une déclaration qu'il a eu à faire à Bobo, parce qu'il y a beaucoup d'autres voix qui se sont levées au-delà de ma voix pour dire que c'était une impérieuse nécessité d'amener cette industrie de textile-là à Bobo Dioulasso. Donc c'est pour vous dire, il y a une bonne volonté qui a été manifestée. Nous attendons de voir la matérialisation ou la concrétisation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était des études. Et à Ouagadougou non plus, l'usine n'a pas été installée jusqu'à l'heure où nous sommes. À Bobo Dioulasso aussi, des études peuvent être menées pour le faire. Nous attendons de voir. Nous ne pouvons que saluer cela. Donc votre voix a été entendue? Je suppose, en attendant de voir la matérialisation. Sinon, l'engagement a été pris de le faire à Bobo Dioulasso également. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission L'invité de la semaine. Cette semaine, le député Moussa Zerbo est notre invité. Il est le porte-parole de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. L'opposition, avec cette actualité, l'opposition politique ne demeure pas avec la révision du code électoral. Elle entend organiser des manifestations pour dénoncer justement le code électoral qui permet le vote des Burkinabés de l'extérieur, mais qui précise qu'il faut la carte nationale d'identité burkinabé, le passeport. Les députés des 3 groupes parlementaires de l'opposition politique, eux, ont introduit un recours contre la modification du code électoral auprès du Conseil constitutionnel pour contester justement ce code électoral. Déjà, pourquoi manifestement l'opposition se montre-t-elle particulièrement assez dynamique dans ce combat-là pour revoir un peu le code électoral? Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de Burkinabé de seconde zone. Ça a été de tout temps notre combat qui est que le Burkinabé de l'extérieur comme le Burkinabé de l'intérieur soient traités sur le même principe. C'est une règle qui a été édictée par notre Constitution en son article 1 qui dit qu'on est tous libres et égaux en droit. Est-ce qu'avec le nouveau code électoral, les Burkinabés de l'intérieur sont supérieurs aux Burkinabés de l'extérieur? À travers le traitement qui a été réservé au code électoral, nous sentons en tout cas que nos frères sont taxés tantôt de non-burkinabés à la limite. On s'en tient aux pièces qui sont exigées. On demande juste la carte nationale d'identité burkinabé, le passeport. Je crois que les Burkinabés de l'intérieur, c'est ce qu'on leur demande également pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Le gros problème, c'est que pourquoi c'est maintenant on va leur exiger cela pendant qu'on continuait de leur délivrer autres pièces. Si le souci était tant et si bien de traiter tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité, ils n'allaient pas continuer à délivrer des
cartes consulaires. Les cartes consulaires ne sont délivrées qu'en Côte d'Ivoire et au Gabon. Un peu partout. Officiellement, c'est ce qu'on nous a Voilà, biométrique. C'est-à-dire, il parle de cartes consulaires biométriques. Sinon, pour partir au Ghana, il y a la carte consulaire également. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement cela. Il y a au total 985 000 cartes consulaires qui ont été délivrées. Pour le cas de la Côte d'Ivoire. J'arrive. Non. Sur les 985 000 cartes délivrées, il se trouve qu'il y a 980 000 qui sont biométriques et à 5 000 qui ne sont pas biométriques. Est-ce que pour 5 000 cartes non biométriques, on va remettre en cause les 980 000 autres cartes? Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, à l'extérieur, je vous informe et je ne vous apprends rien. Vous allez pouvoir le constater avec vos confrères ou bien si vous avez l'occasion de faire une mission hors du Burkina. La CNIB n'a aucune valeur et ne représente absolument rien. En Côte d'Ivoire, à côté, même pour payer une simple puce de téléphonie mobile, la Côte d'Ivoire ne connaît pas notre carte nationale d'identité. Ils ne connaissent que les cartes consulaires. Et vous partez en banque avec une CNIB, on ne vous reconnaîtra pas cela. On va vous demander le passeport ou autre chose. C'est les cartes consulaires qui sont reconnues, par exemple, dans les pays où nos compatriotes se trouvent. Et pourtant, ce sont des pièces reconnues internationales pour pouvoir voyager, la CNIB ou le passeport. Dans tous les cas, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas nous qui avons eu l'initiative ou bien de créer la carte consulaire. Et vous vous souviendrez aussi qu'au verso de cette carte-là, il est bel et bien mentionné que cette carte tient lieu et place de CNIB pour nos compatriotes dans ces pays d'origine. Où est l'ambiguïté? Et ces pièces-là sont délivrées par qui? Je pense que le gouvernement a son représentant attitré, qui est l'ambassadeur qui délivre ces pièces. Maintenant, venir à remettre même la crédibilité même de l'ambassadeur, venir même à remettre en cause même sa légitimité dans un pays, nous pensons que pour des raisons politiciennes là, il ne faut pas envoyer les gens en pâture. Ça, c'est un. Et le deuxième élément, c'est Burkinabés qui vivent paisiblement avec les cartes consulaires. Et je vous rappelle qu'en 2017, à côté, l'ambassadeur et les consuls se sont réunis et ils ont écrit aux autorités ivoiriennes pour leur demander de... Et là, vous parlez toujours du cas ivoirien. Je parle de la Côte d'Ivoire. Le cas des Burkinabés de la Côte d'Ivoire. J'arrive, oui, je parle de la Côte d'Ivoire avant d'en arriver au Gabon et autres ailleurs. Je vais vous montrer... C'est mieux de parler dans la globalité parce que vous avez les Burkinabés dans plus de 50 pays à l'extérieur. On est d'accord, mais vous reconnaîtrez qu'on a 36... Aujourd'hui, on a 36 ambassades et on a 13 consulats à travers le monde. Qui recouvrent un certain nombre de pays. Quand vous prenez l'ambassade du Ghana qui couvre le Togo... Je vous dis que là-bas, justement, il y a le fait que beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas, vous n'allez pas me parler de la France, par exemple. La France, pour arriver en France, tout le monde sait que le Burkinabé, il a son passeport. Ça, c'est une évidence. Même pour aller au Ghana ou en Côte d'Ivoire, il faut au moins la CNIB ou le passeport. Non, CNIB, non. Il faut au moins la CNIB ou le passeport. Parce que même dans l'espace CEDEAO, c'est consacré à la libre circulation. Il faut au moins un papier d'identité. Il faut un papier, on est d'accord. Mais ce que nous vous disons, c'est que ces derniers-là n'ont pas autre pièce que cette pièce-là qui leur a été reconnue depuis belle lurette. Pourquoi, pour des besoins électoraux et électoralistes, on va vouloir leur retirer cette liberté et à la limite même mettre leur nationalité en doute? Je vous rappelle un fait. Vous voyez ce qui est très dangereux. Je pense que le CNT a voulu encadrer la transition en 2015 à travers la loi 05 a encadré cela. On se retrouvait à voter avec 13 pièces. Et je vous dis que même les permis de conduire, les cartes de famille, les cartes de vaccination ont voté ici. Tout ça, c'est du passé. C'est du passé. Maintenant, on en est arrivé à 3 pièces. Je vous informe. Prenez la loi. Allez-y rapidement. Je vous prends 3 pièces. On est arrivé à 3 pièces. Et ces 3 documents-là, c'est la carte consulaire. Vous prenez le code, vous allez voir dedans. C'est le passeport et c'est la carte nationale d'identité. Maintenant, le code électoral a été révisé. Non. Le code électoral n'a pas été révisé. Si on dit révisé par qui? C'est le pouvoir en place de façon unilatérale. La loi est passée à l'Assemblée nationale. La loi est passée à l'Assemblée nationale. La majorité a voté. La majorité présidentielle a décidé de faire un passage en force. On n'en disconvient pas. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau de la crédibilité, de la fiabilité de ce qui est reproché à la carte consulaire. Et il n'y a pas que ça. Nous avons posé les lieux de votation.
nous avons posé le problème de la révision de la liste électorale. Mais nous constatons tout simplement que les gens sont focalisés sur la carte consulaire. La carte consulaire n'est pas notre seul problème. Nous avons les lieux de votation que nous avons relevés. L'ambassade et les consuls. Et les consulats. Mais vous vous imaginez un peu, c'est très dangereux. Nous avons fait un calcul très rapide qu'on va vous donner. Allez-y. Vous prenez par exemple, je prends toujours l'exemple du Gabon et puis de la Côte d'Ivoire. Nos compatriotes qui sont là-bas sont des milliers de Burkinabés. C'est pour dire que techniquement, même si on décide de mettre rien que ces 4 coins-là, l'ambassade, chaque bureau de vote comportera 500 électeurs. Si vous partez sur cette base, même si on décide de mettre 4 bureaux de vote, avec les chiffres que nous avons, une semaine durant, les Burkinabés de Côte d'Ivoire, par exemple, n'auront pas fini de voter. Si on part sur la base que chaque électeur peut prendre en moyenne 3 minutes, et si nous savons que les bureaux de vote ouvrent de 6h à 18h, c'est pour dire que jusqu'à une semaine, les Burkinabés n'auront pas fini de voter. Premier élément. Deuxième élément, vous prenez Abidjan. Pour quelqu'un qui connaît par exemple la Côte d'Ivoire, je prends le Gabon ou dans plein d'autres pays, vous allez demander à quelqu'un de faire 400 km ou de faire, 300 km pour venir dans une ambassade pour voter. Combien de temps il mettra pour venir et combien de temps il mettra pour repartir? Si on sait que c'est des milliards qu'on a sortis, quel est le souci? On a voulu réparer une injustice, qui est que les Burkinabés de l'étranger puissent effectivement prendre part aux élections. Nous disons tout simplement, pour encourager et susciter cela, il faut que l'électeur soit le plus proche possible de son bureau de vote. Est-ce que vous pensez qu'à l'extérieur, même pour les grandes démocraties, c'est quelque chose de faisable? Les votes se font toujours dans les représentations diplomatiques? Pas du tout. Je vous prends l'exemple ici. Ça, quand on vous dit ça, vous ne prenez pas, puisque c'est le pouvoir en place qui est en train de distiller des fausses informations. Quelle est la vraie information? La vraie information, le Mali a voté chez nous ici le 29 juillet dernier. Le Mali n'a pas voté dans sa représentation diplomatique, pour votre information. La Guinée n'a pas voté dans sa représentation diplomatique. La Côte d'Ivoire n'a pas voté dans sa représentation diplomatique. C'est faux et archi-faux s'ils disent cela. Je vous informe que le Mali a adressé une correspondance au ministère de l'administration territoriale qui a agréé pour 8000 électeurs. Je vous informe, 30 bureaux de vote ont été ouverts. Que disait cette correspondance? Il a été demandé au Burkina Faso de mettre à leur disposition des espaces publics sécurisés pour permettre à leurs compatriotes d'exercer leurs droits de vote au Burkina. Pourquoi le Burkina est incompétent à ce point de ne pas pouvoir demander aux autres pays de leur donner? C'est une mauvaise volonté, je vous dis, une très mauvaise volonté politique, et c'est à dessein pour empêcher ces Burkinabés-là d'exercer leur devoir de vote. Pourtant, pour la première fois, on dit officiellement que ce n'est pas pour la première fois. Je vous dis, cette loi-là, ce n'est pas, même si, après la transition-là, même si on avait élu un Margouya, il était tenu de mettre en application. Et pourtant, la loi existait bel et bien, mais on n'a pas appliqué en 2010. On n'a pas appliqué en 2015. En 2010, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça aussi. Il faut retransmettre les choses comme il se doit. En 2010, immédiatement après, il restait juste une année pour aller à des élections. Techniquement, ce n'était pas possible puisque la CENI n'allait pas pouvoir se déployer. Donc, unanimement, la classe politique a décidé de remettre ça en 2015. Et en 2015, mais la décision n'a pas été prise par ceux qui sont là aujourd'hui vouloir se prévaloir de quelque chose. Alors, des observateurs, on va aller rapidement. Très rapidement, mais vous me permettrez de terminer sur ce point. Je vous dis qu'en 2015, on devrait pouvoir opérationnaliser ce vote-là. Mais en 2015, il s'est prouvé un autre problème. Là, c'était le CNT. Et unanimement, la classe politique a arrêté qu'on ira à ces élections-là en 2020. Ça a été arrêté sous le CNT avec un code électoral. Mais ce n'est pas le pouvoir en place qui est venu prendre la décision d'organiser des élections en 2020. Même si ils ont eu le mérite d'être au pouvoir et puis de vouloir l'opérationnaliser, mais ils n'ont pas pris l'initiative. Et encore, moi, je dirais même, c'est un faux débat même. Puisqu'en réalité, ceux-là qui sont au devant des choses, c'est eux-là aussi qui étaient au devant des choses au moment venu. Blanc, bonnet, blanc, bonnet, blanc, blanc, bonnet, c'est la même chose. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est un leurre. Ils sont en train de vouloir donner quelque chose de la main droite et récupérer. Nous, ce qui nous inquiète et nous intrigue, pourquoi tant de peur
Pourquoi tant de... Justement, des observateurs font relever que l'opposition politique fait de l'agitation parce que comme il s'agit des règles électorales, on fait beaucoup de bruit autour de ça. Il y a une fixation particulière sur le cas de la Côte d'Ivoire alors qu'il y a des Burkinabés un peu partout. Et comme vous l'avez dit, un Burkinabé à l'extérieur, c'est un Burkinabé à l'extérieur. Nous parlons de façon générale. Oui, nous parlons de façon générale de notre diaspora partout où il se trouve. Chaque fois, c'est le cas ivoirien que vous on prend le cas ivoirien qui est le plus présent, puisque la carte consulaire est beaucoup plus utilisée en Côte d'Ivoire. Nous parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne parlons pas des autres pays parce que nous savons que techniquement, ça ne cause pas de problème. C'est des gens qui ont leur passeport, ils ont déjà les documents qu'il faut. Maintenant, nous disons tout simplement, il faut réparer le tort qu'on est en train de vouloir faire à ceux-là. Entre celui qui détient une carte consulaire et celui qui a signé pour lui donner l'autorisation, tu es burkinabé, qui est fautif? S'il y a des choses à récriminer. On va s'arrêter sur votre parti politique avec cette victoire judiciaire contre vos frondeurs, les 13 députés qui ont créé le groupe parlementaire. Finalement, la justice leur interdit d'utiliser les logos du parti. Est-ce que c'est une satisfaction au niveau du parti? Absolument, puisque c'est un tort qui a été réparé. Lorsque des camarades de façon délibérée décident de quitter un groupe parlementaire pour en créer, ce qui leur est conféré par le règlement intérieur de l'Assemblée, et leur parti ne leur a pas autorisé la création. C'est ça la nuance. Maintenant, du fait qu'ils aient créé leur groupe parlementaire, on s'attendait logiquement à l'Assemblée nationale qu'ils aient un autre nom. Mais pas UPC. Pas UPC, RD. parce que le seul parti au Burkina Faso qui est allé aux élections, qui a eu 33 députés et qui les a tous envoyés à l'Assemblée nationale, c'est l'UPC. Il n'y a pas de UPC. S'il y en a qui sont allés créer UPC, RD, la justice, nous faisons confiance à notre justice et nous passons. Après quelques manifestations de vos militants qui ont même, il y a eu même des actes de violence, finalement vous optez pour la justice pour résoudre ce problème avec les 13 députés. Non, nous avons dit c'est pour protéger notre patrimoine. C'est pour protéger notre patrimoine. Notre logo, le lion, ne peut pas être utilisé par n'importe quel kidam. Alors, ne peut pas être utilisé par n'importe qui. À l'issue de votre congrès de juillet dernier, vous tendez toujours la main à ces frondeurs-là. Pourquoi vous n'optez pas finalement de les exclure comme vous l'avez fait dans le cas d'Élysée Kemdé? Élysée Kemdé, lui, c'est un autre cas. Ça n'a rien à voir avec le cas Apparemment, vous tenez coûte que coûte à ce qu'il démissionne pour que vous bénéficiez de vos mandats, justement. Non. Vos suppléants. Est-ce que vous n'êtes pas dans les calculs politiques, justement? Non, on n'est pas dans les calculs politiques. Vous attendez qu'il démissionne au lieu de... Non. En fait, vous savez, personne n'a chassé nos camarades. Personne ne les chasse. Mais à part ils prétendent être des militants du parti, qu'ils viennent aux instances du parti. À partir du moment où ils ne viennent pas, ils ne participent pas à vos réunions, c'est une démission de fait. De toute façon, jusqu'à ce qu'ils se prononcent pour dire qu'ils ont démissionné, puisqu'ils soutiennent, même si vous voulez tendre le micro demain, ils vous diront qu'ils sont de l'UPC. Mais vous constatez... En vertu de quoi nous allons dire qu'ils ne sont pas... S'ils disent qu'ils sont de l'UPC, on constate. Le parti ne veut pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas une question de prise de responsabilité. C'est des militants récalcitrants qui prennent leurs responsabilités. S'ils estiment qu'ils n'appartiennent plus à leur famille, qu'ils s'en aillent. C'est tout. Moi, je pense que c'est assez courageux. À la place de mes camarades, est-ce que ce n'est pas assez courageux pour l'UPC justement de faire face et de dire, bon, ces 13-là, on n'en veut plus, on les chasse, et qui partent avec le mandat? Nous, on ne peut pas chasser les gens de la famille. On ne chasse pas. Vous avez chassé Élysée Kemdé? On a chassé Élysée Kemdé. Je vous ai dit, c'est un autre cas. Nous n'allons pas. Comme c'est un député, finalement, vous ne voulez pas perdre les 13 députés? Non, c'est pas cela. Si les 13 veulent qu'ils démissionnent s'ils ne se retrouvent plus dans les idéaux du parti. Mais nous, à l'UPC, le cas Kemdé, c'est un cas assez spécifique. Et les camarades, vous ne savez pas, il a fait toutes les procédures. Les écrits lui ont été adressés et tout. Alors, Moussa Zerbo, un mot sur l'actualité internationale avec le Mali voisin où il y a le second tour prévu ce 12 août entre le président sortant Ibrahim Boubacar qui était l'opposant Soumaïla Cissé. Déjà, quelle est votre position au niveau de l'UPC avec ce second tour au niveau du Mali? Notre position, ce serait trop dire. Nous disons tout simplement... Votre lecture alors? Notre lecture, ça c'est... Bon, la démocratie doit triompher. Vous ne supportez pas Soumaïla Cissé, puisque votre président Zéphirin Diabré est un soutien de Soumaïla Cissé. Vous êtes de la même famille libérale. Même si nous lui sommes favorables, soutenir dans quel sens? Les Burkinabés que nous sommes ne pouvons pas aller voter pour Soumaïla Cissé. Vous pouvez battre la campagne, vous pouvez lui apporter votre soutien logistique, votre soutien financier. Mais tout ça... Est-ce que vous l'avez soutenu financièrement, Soumaïla Cissé? Moi, je ne pourrais répondre à cette question. Vous êtes le porte-parole du parti. Je suis le porte-parole, mais je ne suis pas le président du parti, encore moins le financier du parti. Donc le président décide seul et vous n'êtes pas au courant? Non, le président non plus, il ne décidera pas sans nous avoir prévenu. Donc vous ne savez pas si vous avez apporté un soutien quelconque à Soumaïla Cissé? Comme c'est vous semblez être dans le secret des dieux.
Je pose la question. Si vous posez la question, donc je vous réponds tout net que les Burkinabés que nous sommes, nous n'allons pas nous immixer dans les affaires intérieures d'un pays. Nous pouvons avoir un penchant. On peut avoir un ami. Publiquement, Zéphirine Diabré a apporté son soutien à Soumaïla Cissé au cours des meetings. Nous ne disons pas non. Le soutien à Soumaïla Cissé, nous le disons. Soumaïla Cissé, nous le soutenons. Ça, nous le disons ouvertement. On n'a pas besoin de passer par quatre chérés. C'est un soutien moral que nous nous apportons. Ce n'est pas un soutien financier. Non, nous ne pouvons pas aller nous immixer dans les affaires maliennes. Est-ce qu'on a fini de résoudre nos problèmes au niveau Alors, un mot avec l'amnistie du président Alassane Dramane Ouattara pour 800 détenus poursuivis pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010 et 2011. Et même après, cette annonce a été faite à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au niveau du l'UPC, comment vous appréciez cette amnistie décrétée par Alassane Dramane Ouattara? Mais vous savez que dans un pays, quelle que soit la gravité d'une crise, à un moment donné, il faut que les fils et les filles de ce pays-là acceptent se pardonner et acceptent d'aller à l'essentiel. Donc vous applaudissez les deux mains au niveau de l'UPC? Non, et je pense que non, pas cela. Je pense que le président Alassane Dramane Ouattara a estimé ce qui était bon pour la Côte d'Ivoire. Nous, en tant qu'observateurs hors du pays, tout le monde sait qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de se cantonner sur des haines qui vont perdurer. Ça n'arrange aucunement pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, amnistier ces gens-là, regardez un peu la joie que ça a créé au niveau de la population. Mais au même moment, vous avez les familles des victimes qui dénoncent un peu cette décision qui semble être unilatérale. On entend quelques voix au niveau de la classe politique effectivement dénoncer. Oui, mais s'ils dénoncent cela, c'est tout à fait normal aussi. Mais qu'est-ce qui, selon vous, devrait être juste? Qu'on garde ces personnes-là en prison, qu'on les tue ou qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qu'on aurait réparé véritablement? Et moi, je pense que ça a été une décision courageuse et une décision sage de la part du président. Ça peut, c'est les deux revers, ça peut d'autre part calmer les esprits et voir maintenant que le président Alassane Dramane Ouattara est dans une bonne prédisposition pour permettre aux Ivoiriens de se parler, pour permettre aux Ivoiriens d'aller dans la même direction. Est-ce qu'au niveau de l'UPC, vous serez d'accord pour une démarche similaire au Burkina? Ça, il me serait très difficile de répondre parce que la Vous êtes le porte-parole du parti. Je dis porte-parole, ne confondez pas un porte-parole au président. Le président ou bien aux instances du parti. Je vous informe qu'à l'UPC, le porte-parole que je suis, je ne décide pas. Le président Zéphirine Diabré qui est là ne décide pas. Vous avez bien dit en début d'émission ici, c'est le bureau exécutif central. Nous sommes un parti de démocratie. C'est pour cela que je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas dire. Même si vous invitez le président Zéphirine Diabré ici, il ne va pas venir dire des choses qui n'ont pas été décidées d'abord par le bureau exécutif central. Donc la question de l'amnistie au Burkina, ce n'est pas une question débattue pour le moment à l'UPC. Ce n'est pas une question débattue. Si c'est le moment venu, le parti se retrouvera et il ne revient pas ni au bureau exécutif central d'en prendre la décision. Nous avons d'autres instances qui est le secrétariat exécutif national. Nous avons le bureau politique national. Nous fonctionnons sur ce principe-là. Toute décision qui ne fait pas l'unanimité, qui n'a pas fait l'objet de consensus, même si c'est une idée du président du parti, ça ne passe pas. N'en parlons même pas un porte-parole. Vous avez bien dit un porte-parole. Moi, je ne fais que véhiculer ce que le parti, ce que je véhicule, c'est des consensus qui ont été dégagés par le parti. Je ne prends pas de décision de façon unilatérale, encore moins le président du parti. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Radio Liberté recevait Moussa Zerbo. Il est député à l'Assemblée nationale et porte-parole de l'Union pour le progrès et le changement, deuxième force politique du Burkina. Moussa Zerbo, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passé dans le studio de Radio Liberté. C'est moi qui vous remercie. Et bonne écoute à vos auditeurs. L'invité de la semaine a été mise en onde par Mariette Kokoa. Devant ce micro, Atiana Serge Joulon. Rendez-vous très prochainement sur Radio Liberté 92.8 FM pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur la 92.8.